doit pas faire l'amalgame entre la religion musulmane, la pratique du culte, et ceux qui l'instrumentalisent à des fins terroristes ou imposer, si vous voulez, un point de vue. Or, là, aujourd'hui, c'est ceux qui disent islamophobie, ce sont ceux-là. Vous amalgamez tout. Vous mettez dans le même sac les radicaux et la religion musulmane. Je m'inscris en faux contre cette idée-là. Parce que qu'est-ce que l'amalgame ? Est-ce que l'amalgame, c'est par exemple de prendre quelqu'un comme moi pour une terroriste sous prétexte que je m'appelle Zineb El Razoui ? Est-ce qu'on prend quelqu'un pour un terroriste en France simplement parce qu'il s'appelle Mohamed ? C'est entièrement faux. Personne ne fait cet amalgame-là. Et moi, non seulement je m'inscris en faux contre ça, mais je dis il faut faire l'amalgame entre ceux qui commettent des actes terroristes et ceux qui véhiculent leur idéologie. Parce qu'il y en a marre de séparer le terrorisme de toute la chaîne de production idéologique qui le produit. Le terrorisme n'est pas quelque chose qui vient comme ça ex nihilo. C'est quelque chose qui vient, c'est un acte extrême qui vient couronner tout un cheminement idéologique. Or, cette idéologie-là, aujourd'hui, elle est prêchée en France par des prédicateurs, par des gens qui ont pignon sur rue. Puisque vous dites qu'ils ont pignon sur rue, où, à quel endroit, comment ça se passe ? Dans des mosquées, dans des médias, vous savez... Le problème que l'on a en France, c'est que nous ne savons pas... Qui, par exemple, si vous dites aussi dans les médias, qui on voit venir prêcher et professer alors, Eh bien, écoutez, on voit beaucoup d'imams qui viennent dans les médias et qui ne tiennent pas le même discours sur les plateaux télé que celui qu'ils tiennent dans leur mosquée. Le double discours, c'est quand même quelque chose de très caractéristique des imams. D'ailleurs, dans le livre, je vois que vous l'avez en main, oui. Je parle de cette catégorie de la population et je les appelle... des collaborationnistes du fascisme islamique. Je donne un exemple. Lorsque nous avons un défilé d'imams sur les plateaux télé qui viennent, la main sur le cœur, condamner les attentats, on a envie de leur dire, messieurs, vous êtes bien gentils, vous venez condamner quelque chose qui est un crime de masse, condamné par la loi. En réalité, messieurs, nous aurions davantage besoin que vous condamniez vos textes de loi qui conduisent à ces crimes-là. Sur le débat, par exemple, aussi sur le burkini, on a eu un défilé d'imams qui sont venus de dire non, il faut laisser les musulmanes porter le burkini, c'est islamophobe, etc. Il n'y a pas eu un seul imam de France qui a levé le petit doigt pour dire on peut tout à fait être musulman et porter le maillot de bain. Ça, j'aurais appelé ça un imam modéré. RMC, le grand oral des grandes gueules. Bonjour Zineb, merci d'être avec nous. RMC, le grand oral des grandes gueules. Et je vous demande d'accueillir Zineb El Razoui, ex-journaliste de Charlie Hebdo, auteur de ce livre Détruire le fascisme islamique aux éditions Ric. Bonjour Zineb, merci d'être avec nous. Je lisais vos dernières déclarations, vos dernières interviews, et vous dites qu'on est 4 ans, on arrive à 4 ans après l'attentat de Charlie Hebdo. La situation est pire que jamais, dites-vous, au niveau de la radicalité, de la manière dont ceux qui interpellent sur l'islam se font prendre aujourd'hui par le prisme des réseaux sociaux. C'est vrai, on est dans une situation pire qu'il y a 4 ans ? On essaie de museler la parole de certains ? Je le crains bien. D'ailleurs, on est dans une situation qui est pire, pas seulement sur le plan de la liberté d'expression, j'y viens plus tard, mais aussi on est quand même forcé de reconnaître que les attentats se sont poursuivis, ont continué, on continuait l'année même d'ailleurs à ensanglanter la France. On pensait avoir touché le fond avec les attentats de Charlie. Eh ben non, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, le Stade de France, ainsi de suite, les terrasses et d'autres plus attentats. Strasbourg, il y a quelques jours. Et je crains bien, sans vouloir être pessimiste, que ce ne soit pas le dernier attentat de la liste. Maintenant, sur la liberté d'expression, évidemment que la situation est pire. Regardez les propos qui me valent aujourd'hui ce torrent de boue. Vous avez dit qu'il fallait que l'islam se soumette à la critique, aux lois de la République, qu'il se soumette au droit français. Voilà ce qui a été votre phrase. Eh bien ça vaut des menaces de mort aujourd'hui, alors qu'il y a 10-15 ans, ça ne valait des menaces de mort à personne. Peut-être même il y a 200 ans, ça ne valait des menaces de mort à personne. Donc oui, je pense que la situation a empiré. Elles sont identifiées, ces menaces, elles sont réelles ou ce sont simplement des illuminés, des excités sur les réseaux sociaux Alors les menaces sont très réelles. Aujourd'hui, il y a une enquête en cours qui va certainement identifier les auteurs de ces menaces s'ils se trouvent sur le sol français. Elles sont prises très au sérieux par la police. Maintenant, je dois quand même dire à ceux qui profèrent ces menaces
que bien qu'il ne soit pas d'accord avec moi, visiblement, j'ai au moins, on va dire, le mérite, moi, de dire ce que je pense, à visage découvert, tout le monde connaît mon nom, j'assume ce que je dis. Et ces personnes-là, en revanche, profèrent ce type de menaces bien cachées, bien planquées derrière un pseudo et derrière leur écran. Donc qu'elles fassent au moins preuve de courage, qu'on puisse au moins avoir un débat sain, identifier ce que Est-ce qu'on peut débattre avec ces gens-là? Vous dites un débat. Est-ce qu'on peut débattre avec ceux qui professent ces menaces, qui sont dans une espèce d'idéologie radicale? Moi, je suis toujours pour le débat. Vous savez, j'aurais été probablement... après les attentats de Charlie, là on va commémorer le 4e anniversaire, nous avions tous en nous les survivants, cette envie de se dire mais pourquoi les Kouachis sont morts? On aurait aimé les voir dans un box d'accusés, on aurait aimé les entendre, qu'ils nous expliquent, qu'ils nous entendent aussi. Donc c'est toujours bien de discuter, de débattre, mais évidemment, on ne débat pas à égalité avec quelqu'un qui profère des menaces de mort. Là, c'est dans l'ordre du pénal, c'est inacceptable. Et lorsqu'on vous dit que vous êtes islamophobe, finalement, vous êtes vous-même dans une espèce de radicalité? D'abord, moi j'ai toujours dit, et je le maintiens, que le concept d'islamophobie est une grande imposture intellectuelle. D'abord, quand on vous traite d'islamophobe, c'est un mot valise qui vous dit d'abord que vous avez une pathologie psychiatrique qui s'appelle une phobie, donc la peur irrationnelle de quelque chose. Or, aujourd'hui, la peur de l'islamisme est une peur tout à fait rationnelle. C'est une idéologie qui tue, qui fait couler du sang, donc c'est tout à fait rationnel et sain d'en avoir peur. Deuxièmement, l'accusation d'islamophobie que l'on accole à droite et à gauche aujourd'hui à toutes les personnes qui osent critiquer la religion islamique ou l'idéologie islamiste, c'est une accusation qui n'existe pas dans les pays où l'islam a le pouvoir coercitif. Dans ces pays-là, lorsque vous critiquez le dogme islamique, on vous traite d'apostat, on vous fouette, on vous met en prison, on vous tue, on vous lapide, on vous conspue ou on vous exile. Donc on voit bien que l'accusation d'islamophobie, c'est l'autre versant de la médaille de l'apostasie. Là où les islamistes ont le pouvoir, il n'y a pas d'islamophobes. D'ailleurs, expliquez-moi pourquoi d'un point de vue rhétorique, pourquoi une personne qui critique le christianisme n'est pas taxée de christianophobe, sous-entendu de raciste anti-race chrétienne supposée. Il n'y a pas plus de race musulmane que de race chrétienne. Mais on ne doit pas faire l'amalgame entre la religion musulmane, la pratique du culte, et ceux qui l'instrumentalisent à des fins terroristes ou imposer, si vous voulez, un point de vue. Or, là, aujourd'hui, c'est ceux qui disent islamophobie, ce sont ceux-là. Vous amalgamez tout. Vous mettez dans le même sac les radicaux et la religion musulmane. Je m'inscris en faux contre cette idée-là. Parce que qu'est-ce que l'amalgame ? Est-ce que l'amalgame, c'est par exemple de prendre quelqu'un comme moi pour une terroriste sous prétexte que je m'appelle Zineb El Razoui ? Est-ce qu'on prend quelqu'un pour un terroriste en France simplement parce qu'il s'appelle Mohamed ? C'est entièrement faux. Personne ne fait cet amalgame-là. Et moi, non seulement je m'inscris en faux contre ça, mais je dis il faut faire l'amalgame entre ceux qui commettent des actes terroristes et ceux qui véhiculent leur idéologie. Parce qu'il y en a marre de séparer le terrorisme de toute la chaîne de production idéologique qui le produit. Le terrorisme n'est pas quelque chose qui vient comme ça ex nihilo. C'est quelque chose qui vient, c'est un acte extrême qui vient couronner tout un cheminement idéologique. Or, cette idéologie-là, aujourd'hui, elle est prêchée en France par des prédicateurs, par des gens qui ont pignon sur rue. Puisque vous dites qu'ils ont pignon sur rue, où, à quel endroit, comment ça se passe ? Dans des mosquées, dans des médias, vous savez. Le problème que l'on a en France, c'est que nous ne savons pas... Qui, par exemple, si vous dites aussi dans les médias, qui on voit venir prêcher et professer alors, Eh bien, écoutez, on voit beaucoup d'imams qui viennent dans les médias et qui ne tiennent pas le même discours sur les plateaux télé que celui qu'ils tiennent dans leur mosquée. Le double discours, c'est quand même quelque chose de très caractéristique des imams. D'ailleurs, dans le livre, je vois que vous l'avez en main, je parle de cette catégorie de la population et je les appelle des collaborationnistes du fascisme islamique. Je donne un exemple. Lorsque nous avons un défilé d'imams sur les plateaux télé qui viennent, la main sur le cœur, condamner les attentats, on a envie de leur dire, messieurs, vous êtes bien gentils, vous venez condamner quelque chose qui est un crime de masse, condamné par la loi. En réalité, messieurs, nous aurions davantage besoin que vous condamniez vos textes de loi qui conduisent à ces crimes-là. Sur le débat, par exemple, aussi sur le burkini,
on a eu un défilé d'imams qui sont venus nous dire non, il faut laisser les musulmanes porter le burkini, c'est islamophobe, etc. Il n'y a pas eu un seul imam de France qui a levé le petit doigt pour dire on peut tout à fait être musulmane et porter le maillot de bain. Ça, j'aurais appelé ça un imam modéré.